Bienvenue à vous, je suis Laurence Garcia et tous les mois, dans Entre eux et nous, nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de solidarité et de transmission entre les générations. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. Alors que le compte à rebours est déjà lancé pour les JO Paris 2024, c'est un autre challenge qui nous intéresse ici. Le sport au service de la politique de la ville, des jeunes des quartiers et de la cohésion sociale. Alors vous me direz, c'est un vieux refrain. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise de sens, notamment chez les plus jeunes qui se sentent précarisés, stigmatisés ou tout simplement différents. Alors partout en France, on transmet les valeurs du sport et de la compétition pour apprendre à dépasser ses propres limites tout en la jouant collectif. Car c'est bien connu, dans la vie comme sur un terrain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Dans ce nouvel épisode, comment faire la passe pour transmettre les vraies valeurs du sport et de l'inclusion, on en parle. Bonjour Mathieu Thomas. Bonjour. Vous êtes athlète handisport, champion de France et d'Europe de badminton, numéro 6 mondial en para-badminton. Prochain défi, vous êtes déjà dessus, les JO Paris 2024 ? C'est ça, c'est dans 2 ans, jour pour jour, qu'il y aura la finale à Porte de la Chapelle. Donc c'est un objectif qui est vraiment dans ma tête. Dans votre tête, objectif, l'or ? C'est ça. Bah oui, on y croit. Vous êtes un passeur, vous utilisez la notion de passeur. Ça résonne en vous ou pas ce mot ? Tout à fait, dans le sens où l'objectif c'est... j'ai eu la chance aussi de m'avoir transmis en fait des choses et je pense qu'aujourd'hui c'est dans l'ordre des choses de aussi transmettre aux plus jeunes tout ce qu'on a pu vivre en tout cas, donc oui. Ça me parle de passe. Ça me parle la passe. Et on en reparlera, mais vous êtes notamment très engagé dans l'inclusion des personnes handicapées, aussi bien d'ailleurs en entreprise qu'en milieu scolaire. Un autre passeur, je vais voir si ce mot lui va ou pas. Bonjour Amirou Chaïdjoudi. Bonjour. Vous êtes directeur, cofondateur d'Impulsion 75 Les Humanités. C'est un organisme de formation professionnelle qui propose, et on va en parler, des actions d'insertion sociale par le sport, mais aussi par l'art dramatique pour les jeunes dans les quartiers populaires. Votre credo, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça me dit quelque chose, ça ? Ça, c'est une citation de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». En effet, nous, on a affaire à des jeunes qui ont une certaine appétence pour le sport. Je pense que c'est une évidence dans le milieu du sport. Je pense que on apprend dans la défaite. Donc pour nous, c'est très important de bien inculquer ça aux jeunes qui passent par notre organisme de formation. L'échec n'est pas une tare, bien au contraire. C'est un moyen de pouvoir mieux rebondir. On apprend de ses échecs et de ses difficultés, Mathieu Thomas ? Ah bah complètement, je peux que cautionner ça. Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants. Hein. C'est on tombe mais on se relève. Celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui n'a pas assez d'ambition. Donc je pense aussi qu'on apprend dans la défaite. Et j'ai beaucoup appris. On va parler forcément de vos parcours qui expliquent aussi ce que vous êtes devenus l'un et l'autre. Alors, c'est votre première rencontre, mais vous allez voir, il y a beaucoup de ponts entre vous. On commence par vous, Mathieu Thomas. Justement, vous le disiez, des échecs, des difficultés. Vous, votre vie, elle bascule à l'âge de 17 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là, alors ? À l'âge de 17 ans, on me diagnostique une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre. Pour me guérir, on me fait des séances de chimiothérapie. Je guéris de la maladie, mais malheureusement, dans cette tumeur, passait le nerf crural. Donc le nerf qui alimente et qui pilote le quadriceps. Et malheureusement, pour enlever cette tumeur, on est obligé de sectionner le nerf. Donc ça va me laisser un handicap à la cuisse droite. Et mes médecins, à l'époque, m'ont dit que je pourrais plus jamais marcher normalement et je pourrais plus jamais courir. Donc ça a été un peu un gros choc pour moi. 17 ans, hein. À 17 ans. Ouais. Donc à 18 ans, on m'opère. Ce qui a été assez dur pour moi, c'est d'être en situation de handicap. À 18 ans, on est... un jeune homme et avec tout à prouver sur sa virilité. Bien sûr. Et donc du coup d'avoir un handicap, je pensais que c'était quelque chose qui allait freiner ma virilité. Donc je l'ai caché jusqu'à mes 30 ans. À cet handicap en tout cas. Ouais, handicap invisible. Que j'ai rendu invisible. Il est visible, on va dire sous les vêtements il est invisible. Mais c'est avec mes vêtements on ne le voit pas. Et j'ai tout fait pour pas que ça se voit, pour apprendre à marcher normalement. Parce que j'avais aussi cette fierté de me dire que le médecin pouvait se tromper. Et aussi parce que je voulais paraître comme tout le monde. Et j'ai compris vraiment bien plus tard, avec la maturité, que au final, cette différence était réellement ma force. Et que cette différence ou ma singularité m'a permis aujourd'hui
d'accéder à du sport de haut niveau, alors que Ouais. je n'étais pas destiné à ça. Oui, vous avez été ingénieur, c'est ça aussi ? Tout à fait. Et vous n'en parliez pas de cet handicap invisible, mais c'était quoi, par peur aussi, outre le fait, comme vous dites, de vouloir être différent, mais d'un certain regard des autres ? Je pense qu'il y a plusieurs étapes, mais le regard des autres est très compliqué. Moi, je dis que la première étape, déjà, c'est l'acceptation. L'acceptation de son handicap à soi. Après, de se détacher du regard des autres, ça en est encore un autre. Et une fois qu'on a réussi à faire ces 2 grandes étapes, c'est d'arriver à se dire que, en fait, notre singularité, c'est notre plus grande force. Et que grâce à cette lumière qui est en nous, on va essayer de faire jaillir cette lumière et de rayonner. Ça prend du temps. Ouais. Il y en a qui arrivent vraiment plus vite. Et je pense que même chez des jeunes, aujourd'hui, à travers leurs échecs, que ce soit social ou même scolaire, d'arriver à rebondir et de se rendre compte que cette différence Bien sûr. qu'ils ont aussi de leur parcours font que ils peuvent aussi à faire de grandes choses, mais il faut savoir l'accepter. Et c'est ça qui est très compliqué, je pense. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Thomas. C'est vrai que, enfin en tous les cas, il y a 2 aspects sur lesquels il faut impérativement travailler. C'est la confiance en soi et l'estime de soi. Tout à fait. Et je pense que quand on arrive à travailler sur ces 2 axes-là, tout est permis, tout est possible. Ce qui concerne le sport autour des personnes en situation de handicap, on a nous été lauréat d'un programme qu'on a appelé les ambassadeurs des valeurs du sport. C'était pour faire un petit pied de nez aux AVS, ces auxiliaires de vie scolaire. On a voulu inverser ça. On s'est dit, bon, ces jeunes qui sont en situation de handicap, qui sont dans les établissements scolaires accompagnés par des auxiliaires de vie scolaire, eh bien, à un moment donné, ils ont aussi besoin d'être acteurs. Et c'est dans le cadre de ce projet-là, on a voulu vraiment démontrer à travers ce projet que les jeunes en situation de handicap, ils ont un rôle, ils ont quelque chose à apporter dans la société, ils doivent être vus de la manière la plus ordinaire, la plus normale, en milieu ordinaire, en milieu scolaire ordinaire. Et c'est pour ça que c'est important d'aller au-delà de son handicap et d'en faire une force, comme tu as su le faire. Dans votre centre de formation professionnelle, à Mirouchaïd Djeudi, vous faites intervenir des athlètes de haut niveau, comme Mathieu Thomas, en plus des professeurs. En quoi ils apportent aussi, ces athlètes de haut niveau, ils apportent d'autres boussoles, justement, par rapport à ces gamins qui, eux, peuvent parfois s'enfermer dans une forme de fatalité sociale, j'ai moins de chance que les autres. L'exemplarité, elle est importante. Parce que souvent, quand on regarde l'athlète, qui sont en situation de handicap ou pas, on a souvent tendance à voir le podium, la médaille d'or, la lumière. Mais derrière, il y a tout un parcours, il y a tout un travail. Et pour nous, le fait qu'il y ait ces athlètes qui viennent, qui témoignent auprès de nos jeunes, qui viennent expliquer leur parcours, c'est hyper important. Parce qu'il y a ce qui est visible et puis il y a ce qu'il y a derrière le rideau. Et ça, je pense que c'est très, très formateur pour les jeunes lorsque c'est raconté par les athlètes. Et qui le vivent, oui. Et qui le vivent, oui. Vous intervenez aussi beaucoup en milieu scolaire, Mathieu Thomas, et pas uniquement pour parler du handicap invisible. Les gamins, quelles sont les questions qui vous posent le plus souvent ? J'essaie d'intervenir un maximum dans les écoles. Après, mon travail, ça va rester quand même de m'entraîner dur tous les jours. Mais dès que je peux, j'essaye de le faire. Parce que déjà, il m'apporte une énergie assez folle. Parce que les enfants vraiment apportent vraiment une énergie. Et ce que j'essaie surtout de leur transmettre, je pense qu'on parlait d'handicap, et moi je parle vraiment de différence. En fait, on est tous différents et on est tous en situation de handicap au final. Et ça dépend du point de vue d'où on se place. Et donc du coup, j'essaie d'intervenir auprès d'eux. C'est vraiment de leur transmettre qu'au final, encore une fois, je leur dis que la différence que moi, je n'avais pas décelée chez moi à cette époque-là, aujourd'hui, c'est ce qui en fait que j'en suis athlète de haut niveau. Donc j'essaie de leur dire que toutes leurs différences, et je pense que le plus dur c'est à l'école, au collège, où cette période scolaire est très très compliquée. On essaie de se construire en tant qu'ado et en même temps on est très très dur entre nous. Oui. Il n'y a pas beaucoup de bienveillance, je trouve, quand on est jeune à ce moment-là. Au collège, oui, c'est pas les années les plus c'est très compliqué, on va dire. Oui. Et donc du coup, toutes les personnes qui sont encore plus différentes, qui ont cette petite chose, je leur explique que c'est peut-être des années compliquées pour eux, mais que plus tard, ça va être leur plus grande force, donc il ne faut pas qu'ils lâchent ça. Que vraiment, leur différence, ça peut être dans des choses totalement différentes. L'art, ça peut être dans l'école en elle-même. Les premiers qu'on dit les intellos de classe ou des choses comme ça, mais ça se trouve, ça peut être vraiment une force en eux après. Donc ils sont différents aujourd'hui, mais cette différence, c'est ce qui vont les amener au plus loin dans leur vie générale. Entre eux et nous, c'est le podcast sur la transmission et la solidarité entre les générations.
Amirouche Aïdjoudi, on parlait à l'instant même de différences, là avec Mathieu Thomas. Parlons aussi des différences sociales entre les jeunes. C'est pas anodin, vous vous organisez dans votre centre de formation, notamment vous enseignez la boxe, avec sur le même ring, à la fois des jeunes des quartiers politiques de la ville, comme on dit, et des jeunes, des élèves du lycée prestigieux parisien, le lycée Buffon. Au début, c'est quoi, ces rencontres du troisième type entre ces jeunes qui ne se connaissent pas finalement, qui ont chacun leurs préjugés ou pas ? Nous, en fait, on a 2 piliers essentiels dans nos dispositifs, c'est le sport et les arts dramatiques, ouais. Le théâtre. Parce qu'en fait, ce sont 2 terrains sur lesquels, en fait, on fait plus attention qui est qui. Peu importe d'où on vient, qu'on vienne d'un quartier, qu'on vienne d'à côté de Paris 7e, je dis à côté parce que nous, on a notre siège dans le 15e arrondissement. Il n'y a plus de frontières. Les jeunes sont... ensemble, ils vivent un moment fort ensemble. Oui, mais au début, quand ils se rencontrent, honnêtement, chacun se regarde aussi avec ses propres différences. Voilà, au début, comment ça se passe ? Les exemples, souvent, c'est ce qui parle le mieux. Nous, dans le cadre d'un de nos projets, des agents de prévention santé par le sport, on accompagne des jeunes pour devenir éducateurs sportifs. Et ces jeunes, ils ont une partie, dans le cadre de leur formation, une partie pratique, une partie théorique. Sur la partie théorique, ce sont des étudiants de Sciences Po qui viennent tutorer nos jeunes. Mmh. Et en contrepartie, nos jeunes font faire des séances de sport aux étudiants de Sciences Po. Et on se rend bien compte que le fait d'être comme ça grâce à cet outil du sport, on se rend bien compte qu'il y a un don contre don, il y a un échange fort et puissant. Et ça, en fait, le sport permet ça. Oui, les arts dramatiques aussi permettent ça. Mais aujourd'hui, je pense que à 2 ans des Jeux Olympiques, on devrait vraiment mettre le paquet là-dessus. Parce que oui, en termes d'héritage, si demain on arrive à vraiment faire passer ce message que grâce au sport, on peut aller bien au-delà de la performance purement sportive, mais aller sur de la performance sociale, sur la cohésion sociale, transmettre les valeurs, se servir de cet outil du sport pour recréer du lien, pour faire en sorte de mettre en lumière des talents, rééduquer en fait la jeunesse autour de cette notion de résilience, de se dire que tout est possible. Et le sport démontre bien ça. La fameuse crise de sens dont on parle beaucoup en ce moment, Mathieu Thomas. Est-ce que vous, qui côtoyez aussi les jeunes, vous jouez aussi au Pôle Espoir Île-de-France, c'est ça ? C'est ça, je m'entraîne aussi là-bas. Avec des jeunes joueurs valides. On dit souvent que les jeunes générations sont plus inclusives, ont un regard différent sur la différence, justement. Est-ce que vous l'observez ou pas ? Est-ce qu'il y a plus de tolérance chez les jeunes ou pas ? Moi, je trouve qu'il y a du progrès. C'est bien, parce qu'à mon époque, je pense qu'il y avait... moins de tolérance et en tout cas moins d'ouverture. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux aussi, on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir dans d'autres pays. Donc on a une ouverture un peu plus grande et je pense que les jeunes aujourd'hui ont cette ouverture. En tout cas, de ceux que je côtoie, je trouve qu'ils m'impressionnent. Ils m'impressionnent sur cette ouverture et ont pas de tabou. On parlait tout à l'heure des questions que pouvaient me poser les jeunes. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que les gens... Et après, à l'inverse, est-ce qu'on me reconnaît dans la rue ? Donc c'est ça qui est assez drôle. Et combien je gagne d'argent ? C'est vraiment quelque chose de très important pour les jeunes. La popularité et l'argent. La popularité et l'argent, malheureusement. C'est... Tout à l'heure aussi, on parlait d'émotion, je pense. Et les mots qui me venaient à un moment, c'était l'émotion et la passion à travers le sport. Et je trouve que c'est ça qui est l'héritage. Quand on parle d'héritage des Jeux, c'est aussi de transmettre qu'à travers le sport ou des arts dramatiques ou l'art, de façon générale, on arrive à transmettre et à partager ses émotions. Quand on est dans un stade, qu'on perde ou qu'on gagne, ce que je trouve un peu intéressant et qu'on supporte une équipe, c'est toutes les émotions que ces acteurs du sport nous ont procurées pendant un moment. C'est des ascenseurs émotionnels pendant... Les rires, les larmes, tout ça, toutes ces émotions, elles sont importantes et c'est ce qui nous fait vivre. D'où qu'on vienne, on partage ces mêmes émotions au même instant. Tu as raison, d'où qu'on vienne et aussi peu importe le niveau. Qu'on ce soit au niveau amateur ou très haut niveau, le sport permet ces émotions-là.
Et c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes. On leur dit, oui, un jeune, quand il va au club, il sait arriver à l'heure, il sait s'organiser, il sait être discipliné, il sait être performant, il a l'esprit d'équipe. Mais en fait, tous les jeunes, les jeunes sportifs, ils ont ça en eux. Après, le plus important, c'est d'arriver à un moment donné à leur faire conscientiser ça et à leur donner la possibilité de transférer ça vers le champ socio-professionnel. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense, l'enjeu. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on montre par l'exemple que les sportifs arrivent à l'heure, qu'ils sont... Bien sûr. Mais en fait, ce qu'on n'explique pas aux jeunes aussi, c'est pourquoi ils arrivent à l'heure, pourquoi ils sont aussi motivés. C'est parce qu'à côté, ils ont quelque chose qui les anime, qui est bien plus fort qu'eux, et que chaque matin, moi quand je me lève chaque matin, je sais pourquoi je me lève, pourquoi je fais ça. Parce que j'ai trouvé le projet de ma vie. Et en fait, c'est ça qu'il faut transmettre, je pense, aux jeunes, c'est qu'à vous de trouver chacun votre passion, ce qui va vous faire que, au plus profond de vous-même, vous allez vous réveiller tous les jours. Et là, je suis convaincu d'une chose, c'est que il n'y a pas de gens qui sont flemmards ou ainsi de suite, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé. Complètement, c'était, je crois, Confucius qui disait ça. Fais un métier qui te plaît et tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Et nous, ce qu'on dit souvent aux jeunes, on leur dit, vous aimez le sport, vous voulez vous former dans les métiers du sport, mais interrogez-vous sur le sens que vous voulez donner à votre vie. Et à partir de là, tu as raison, tu as tout de suite les ressorts qu'on apprend dans le sport, la discipline, l'exigence, tout ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont refaire surface. Et derrière, ils deviennent performants. D'accord ? Il y a la performance sportive, et là, tout de suite, on bascule vers la performance sociale. Vous avez formé 1800 jeunes, c'est ça, à la classe préparatoire de la performance professionnelle par le sport, c'est son nom. Alors, c'est tout programme confondu. C'est ça. Vous avez du retour après de ces jeunes, de ce qu'ils sont devenus ou pas ? Ah oui. Et oui. Pour certains, dites-nous, racontez-nous concrètement. En fait, pour nous, le lien, il est essentiel. Il est fort, il est puissant, il est essentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des cohortes de jeunes en nombre réduit, parce que c'est super important de travailler sur le lien, sur la confiance. Mais qu'est-ce qu'ils font pour certains ? Si on disait, ils ont trouvé un boulot, une passion, justement, où ils sont contents de se lever le matin ? Bah oui, complètement. Il y en a, là, aujourd'hui, on en a qui sont éducateurs sportifs, pour beaucoup, qui travaillent et qui vivent de leur passion. Et pour nous, ça, c'est essentiel. On a aujourd'hui, alors j'aime pas trop parler chiffres, parce que on a aujourd'hui un taux, de manière institutionnelle, on parle de taux de sortie positif. On a un taux de sortie positif qui tourne autour entre 75 et 80%, ce qui est pas mal. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a un suivi individuel que l'on offre à ces jeunes. Mais derrière, ces jeunes, on leur fait prendre conscience de ce que tu disais, Mathieu, de cette notion de passion, de donner du sens, voilà, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Après, derrière, pour nous, ces jeunes-là, ils sont outillés. Le sport amateur, on reste sur le sport amateur. Le sport amateur, le sport tout court, a fait en sorte que ils ont des valeurs en eux. Le tout, c'est de permettre à ces valeurs de faire surface et cette notion autour de la discipline, de l'exigence, elle est essentielle. Nous, on leur fait signer un contrat d'engagement quand ils rentrent chez Impulsion et tout de suite, c'est écrit noir sur blanc, c'est très clair. Il va y avoir de l'exigence. Il va y avoir de l'exigence. Mais parce qu'ils le méritent aussi. Bien sûr. Voilà. Et surtout parce qu'ils en sont capables. Alors, autour de cette exigence, bien sûr, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'écoute. Mais il faut mettre la barre haute. Il faut faire en sorte que ces jeunes comprennent que la performance qu'ils sont capables de fournir dans leur sport respectif, ils sont capables de le fournir pour leur insertion socio-professionnelle. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Je pense que des rencontres auront lieu certainement au-delà de ce podcast. Mathieu Thomas, bonne chance. Il y a encore 2 ans. Il y a 2 ans, et puis dans 2 mois, j'ai déjà les championnats du monde. Donc, c'est le prochain objectif, là. Et on travaille pour. Prochain objectif. Et Amirou Chaïdoudi, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, bien sûr, à faire un petit tour du côté de votre site impulsion75.fr. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et pour terminer, d'autres initiatives dans la transmission entre générations, c'est l'agenda solidaire. À Ménil-sur-Ouche, dans l'Eure, l'école des semeurs porte bien son nom. Tous les semeurs sont des jeunes en échec scolaire qui reprennent goût aux apprentissages en se formant au métier du maraîchage biologique, une école de la nature qui veut faire de ces ados les acteurs des prochains grands défis écologiques.
Le Bienvenu, ça c'est le nom d'un bar, brasserie, garage, où l'on peut boire un café pendant la vidange de sa voiture. À l'origine de ce concept original, 3 amis d'enfance engagés contre la désertification rurale. Depuis février dernier, le Bienvenu a redopé le petit village de Lignol, en Bretagne, où les 900 habitants n'avaient plus de commerce. Le bistrot fait aussi dépôt de pain et vente de voitures d'occasion. Entre boire et conduire, chacun a déjà choisi. Family Help, pour terminer, c'est une application gratuite lyonnaise qui met en relation les aidants familiaux qui accompagnent leurs proches en perte d'autonomie avec les services de proximité. Grâce à la géolocalisation, Family Help permet de trouver des infirmières, des kinés ou des coiffeurs à domicile, car on le sait très bien, les aidants familiaux ont aussi besoin d'être aidés. Entre eux et nous, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien et restons solidaires. Entre eux et nous est une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale.